on importe 60 à 70% de nos fruits et légumes. Tu vas perdre 50% des agriculteurs dans les 10 prochaines années. Et donc, on se dit, finalement, les particuliers veulent investir sur des choses concrètes pour aider les agriculteurs à avoir un impact et l'agriculteur a de plus en plus besoin de financement. C'est très similaire, le foncier, l'immobilier, c'est un actif tangible et concret. On fait vraiment investir que sur ça parce qu'on veut en fait avoir un risque limité. Si on est malin et si on est visionnaire, dans quelle terre on va investir en France si on prend en compte le critère du réchauffement climatique ? Ouais, terrasse du Larzac, t'es pas loin au domaine de l'Accent, t'es pas loin de Agnan. Tu connais Agnan ? La Grange des Pères. Grange des Pères, oui. La Grange des Pères, une bouteille, j'ai regardé parce que... C'est les très connus en fait, c'est ceux... Le Languedoc, c'est un peu spécifique en fait dans des appellations. Tu as vraiment des propriétés qui s'émancipent finalement de l'appellation et qui sont très connues et qui du coup ont des prix très élevés. Mais oui, c'est alors... Le prix pour moi est justifié. J'ai vu, je pourrais pas me l'offrir immédiatement. Beau, hein. J'aurais bien aimé qu'on s'en boive une maintenant à 10h30 du mat, mais la Grange des Pères, j'ai vu une bouteille passer à 520 € hier. Enfin, c'est des prix délirants. Surtout très très dur d'en avoir en première main parce que le type qui les fait. C'est un sujet d'allocation en fait. Te fait attendre je sais pas combien de temps. Et c'est un artiste fou. Mais pour ceux qui ont déjà eu la chance de le goûter, c'est exceptionnel, j'imagine. Vraiment exceptionnel. Ça m'est arrivé une fois. Et j'espère que ça reviendra. Et alors, celui qui me l'avait fait goûter m'a expliqué, parce qu'on va reparler des vins du Languedoc et des terrasses du Larzac, qu'il y a 30-40 ans, c'était encore une région assez snobée par les viticulteurs, dans le sens où les grandes régions en France, c'était la Bourgogne et le Bordeaux. Et il m'a expliqué que avec le terrain, avec le relief, avec l'ensoleillement, il y a des viticulteurs qui se sont dit, et si on mettait des cépages classiques, Cabernet Sauvignon, etc., du Merlot, enfin ce qu'on peut retrouver à Bordeaux, mais on le met plus au sud et on voit ce que ça donne. Et ça donne des trucs qui aujourd'hui sont géniaux, non ? Ouais, ils ont aussi des cépages qui s'adaptent très bien à la zone et qui ne sont pas les cépages ni de Bordeaux ni de Bourgogne. Donc tu as du Cinsault, du Carignan, du Syrah, qui sont en fait plantés là et qui sont les cépages autorisés dans le cahier des charges des terrasses du Larzac. Ouais. Et effectivement, ce qui est intéressant par rapport à la plaine en Languedoc, c'est la fraîcheur que tu as avec le massif. Quand tu es sur la partie, tu es sur les contreforts du Larzac, ça monte à peu près à 800 mètres d'altitude. Et en fait, tu as l'intérêt pour les raisins, c'est d'avoir une maturité longue pour en fait aller créer la structure tannique la plus développée possible. Et donc, si tu as une amplitude thermique forte avec froid la nuit et chaud la journée, chose que tu peux avoir quand tu es un peu plus haut, avoir la fraîcheur aussi, ça te permet d'avoir une maturité plus longue et du coup d'avoir un raisin un peu plus complexe pour tes vins. Et tu peux donc, avec une région dont ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années, commencer à avoir des vins de garde. Exactement. Voilà. Ouais. On n'est pas du tout dans un podcast viticole. Pourquoi on parle de vin ? Parce que je suis avec Paul Rodriguez, c'est parfait. Rodriguez, d'Hectarea aujourd'hui. Bienvenue sur Premier Million. Un nouvel épisode où on va se rappeler que pendant des millénaires, pendant des siècles, le placement préféré des Français, c'était pas l'immobilier, c'était le foncier, c'était la terre. Le dur. La terre ne ment pas, c'est concret, c'est lisible, c'est peu sujet à la spéculation. Et aujourd'hui, toi, ton projet, c'est de redonner la possibilité aux particuliers d'investir dans la terre. Il y avait déjà des solutions qui existent, alors peut-être pour les plus curieux. Mais là, j'ai cherché, j'ai fait mon travail et j'ai pas trouvé plus simple comme investissement direct dans la terre. On reparlera de toutes les modalités. Mais pourquoi on parlait de vin ? Parce qu'en ce moment, dans les projets que tu proposes avec Hectarea, eh bien, il y a la possibilité d'investir à partir de 500 € dans une surface. Alors, tu me corriges si je ne dis pas les bons termes, dans des terres viticoles. Pour l'instant, on est bon. Ça se compte en hectares ? Oui, exactement. Ça se compte en hectares. On est sur 3,2 hectares sur cette opportunité. Qui sont justement, en appellation terrasse du Larzac. Exactement, donc c'est appellation terrasse du Larzac. Donc pour se situer, on est dans l'Hérault, dans le Languedoc, on est à 30 minutes au nord-ouest de Montpellier. Et on a donc, dont on parlait, les contreforts du Larzac avec un mont sur lequel il y a des belles parcelles qui profitent de l'ensoleillement et de la fraîcheur de l'altitude aussi. Domaine de l'Accent, c'est ça ? Exactement, qui est dirigé donc par Konrad Pixner, qui est œnologue, qui a un doctorat en œnologie, et qui est assez pionnier sur les méthodes de production, on va dire, naturelles de la vigne. Donc ça passe par des couverts végétaux en mettant du trèfle ou de la févrole qu'on va enfouir dans les sols pour en fait faire monter la quantité d'azote dans les sols, donner de l'énergie à la vigne, faire tout ce travail-là qui est assez complexe.
mais qui est vraiment bien réalisé dans ce domaine. Ça, et donc, alors, les vins qu'il produit en appellation terrasse du Larzac, excuse-moi si je suis complètement novice là-dessus, c'est quoi? C'est nature, bio, biodynamie? Alors, c'est des vins qui sont en bio. Ouais. Sur le travail qu'il peut faire, en fait, on va dire, il essaie de sortir la quintessence du terroir. Et donc ça passe par exemple quelque chose de très précis, des levures indigènes. C'est-à-dire que quand on fait du vin, on transforme en fait le jus de raisin en alcool pour faire du vin, donc via la fermentation alcoolique. Et on ajoute des levures pour fermenter. Justement, soit on ajoute des levures qu'on appelle des levures de cru, qui vont être ajoutées dans les cuves, soit en fait, sur ton raisin dans la nature, tu as déjà des bactéries qui vont pouvoir faire ce travail-là. Et donc, il y a une façon de penser qui est de dire que ces bactéries qui sont déjà présentes vont faire la transformation, et donc on appelle ça une fermentation indigène. Et donc là, c'est ce qu'il va faire pour justement ne pas dénaturer le terroir et aller chercher le maximum. Ok, quoi de mieux pour fermenter que les bactéries, les levures qui sont locales? Ça a beaucoup de sens, évidemment, et on comprend l'approche qui est très sollicitée. Hein. Franchement, les vins, la croissance du marché des vins en biodynamie et nature. Alors, ensuite, c'est chacun ses goûts. Biodynamie, ça va. Nature, je ne suis pas toujours à l'aise. On en parlait juste avant l'émission. Nous deux, on est plus des buveurs. On a appris dans des régions qui sont plus connues. Toi, tu viens de la région de Bordeaux. Ouais. Ce qui m'intéresse dans ton projet, évidemment, c'est le rendement que tu proposes, la plus-value à terme, l'accessibilité de ce produit, mais c'est aussi ton parcours. Parce que à 30 ans, derrière toi, tu as fait, on a fait d'ailleurs la même école de commerce, le même parcours, banque d'affaires, fonds d'investissement, et tu décides à un moment, de te lancer dans l'investissement agricole pour les particuliers. Pourquoi tu fais ça? La réponse est assez simple, c'est revenir finalement à la passion, le milieu agricole. J'ai grandi dans une ferme dans le Bordelais où il y avait effectivement une partie viticole. Mais c'est un endroit où tu as ton potager, tu as ton poulailler, tu grandis vraiment dans un contexte rural. Et finalement, en faisant toute une première partie de carrière, 6-7 ans en banque d'affaires, fonds d'investissement, ça permet de bien comprendre l'investissement, de voir les tenants et les aboutissants, comment ça se passe concrètement. Et finalement, quand on fait la synthèse de ce que j'ai vécu avant et de cette partie-là, on voit d'un côté des agriculteurs qui ont vraiment besoin de financement, et de l'autre côté, on voit des particuliers qui commencent à se dire mince, l'alimentation, finalement, c'est ce qu'on met dans notre corps, c'est hyper important. Et on a complètement oublié. On a oublié que c'était un budget important. On pense plus à du matériel et pas à ça. Et donc, on se dit, finalement, les particuliers veulent investir sur des choses concrètes pour aider les agriculteurs à avoir un impact. Et l'agriculteur a de plus en plus besoin de financement. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a lancé Hectarea avec mon associé Adim. C'est justement pour faire ce pont économiquement viable entre les deux. Le pont entre les particuliers et les agriculteurs de la part de quelqu'un qui peut être dans les chaussures d'un particulier, qui connaît le monde de l'investissement et pour moi ça a du sens, c'est extrêmement crédible, qui vient d'une famille d'agriculteurs, donc qui quelque part a à la fois une connaissance du terrain, mais aussi de tout cet écosystème qui est plus simple pour dialoguer avec tous les acteurs du monde agricole que, pour le coup, là, les particuliers ne connaissent pas du tout. Ou alors très peu. Très bien, J'imagine que si on demande à 100 personnes dans la rue ce que c'est qu'une SAFER, il y en aura peut-être, 5 qui le sauront et encore. Et pourtant, c'est hyper important. Moi, ça me touche aussi personnellement parce que moi, je ne suis pas originaire de Bordeaux, mais plus familialement dans la vallée de la Marne. Et je me baladais avec un de mes enfants ce week-end dans les blés qui sont pour l'instant encore verts. Là, on est au mois de juin. La moisson viendra d'ici un mois et demi, 2 mois. Et je regardais les hectares de blé comme ça à perte de vue en me disant combien ça vaut et combien ça rapporte. Ça, c'est des questions que je poserai à Paul quand on tournera l'épisode. Alors, je te demande pas la réponse immédiatement. Tu n'es pas forcément spécialiste du blé, même si vous avez closé un premier projet avec Hectarea il n'y a pas longtemps, qui était donc le financement alors je ne sais plus si c'était du matériel ou des terres agricoles dans la région Nouvelle-Aquitaine pour un agriculteur que vous connaissez, c'est ça? Oui, exactement. Peut-être juste sur la partie céréales, un petit indice avant qu'on rentre sur le sujet, c'est 33% de la surface agricole en France, et donc on est quand même nous aussi un des greniers à blé de l'Europe. Voilà, moi je reviendrai dessus après. Il n'y a pas que l'Ukraine, ok. Oui, exactement. On a beaucoup parlé de l'Ukraine. Bon, la Russie aussi a des capacités de production très importantes.
Mais pour revenir sur le premier sujet qu'on a fait, c'est uniquement sur la terre. En fait, j'aime bien l'expression création d'un pont économiquement viable entre particuliers et agriculteurs, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que le particulier qu'on fait investir, il investit uniquement sur la terre agricole et il n'investit pas sur l'exploitation parce qu'on veut en fait avoir un risque limité. Et on dit toujours la phrase, les Français adorent l'immobilier, mais c'est ton introduction. En fait, la terre, c'est très similaire. Je pense qu'ils aiment le foncier. C'est très similaire. Hein. Le foncier, l'immobilier, c'est un actif tangible et concret. Et du coup, on fait vraiment investir que sur ça. Et donc là, c'est un projet qui était vers Bordeaux, donc sur la commune de Saint-Christophe-de-Double, où on a un agriculteur qui avait donc 15 hectares sur du céréal et qui faisait aussi des travaux pour d'autres exploitations parce qu'il n'avait pas assez de surface pour pouvoir être à 100% sur son modèle. Et donc, on a rajouté 26,7 hectares d'une très jolie parcelle avec un lac de rétention pour l'irrigation et sur laquelle il va pouvoir donc faire des céréales, en particulier du maïs. Et voilà, on l'accompagne aussi dans le passage en bio avec une autre société qui nous accompagne dessus. Ça, c'est pas mal. C'était donc acquisition de 26 hectares. Ouais. Et le projet, alors si je dis pas de bêtises, c'est 271 000 euros. Un peu moins, celui-ci, c'est 175 000 euros. 175 000. Parce que dans ma tête, alors je te coupe, en moyenne, un hectare agricole, c'est 10 000 euros en France. Mais je dis peut-être une énormité. Alors, on est un peu moins. Ouais. De toute façon, sur ça, il faut vraiment regarder. Ça dépend de ce qu'il y a dessus. Évidemment. Donc, si on prend tout confondu avec la prairie, etc., on est plutôt vers 6 000 euros l'hectare. La prairie, c'est moins cher, évidemment. Ouais. La réalité, c'est qu'on peut aller de 6 000 euros l'hectare à 1,5 million en Champagne sur une parcelle de vigne. Donc, on a une amplitude assez large. Mais c'est vrai que si on prend la moyenne, et c'est un sujet très intéressant, on a la terre la moins chère d'Europe de l'Ouest. Je finis juste sur le premier projet. Donc, c'est un projet de 175 000 euros qui a été financé par 91 particuliers donc, qui ont investi sur la terre. Et donc, sur ça, on a effectivement les premiers loyers qui ont été versés sur la plateforme et l'agriculteur qui a planté. En fait, la terre avait été en friche pendant 2 ans. Et donc là, il a planté essentiellement du tournesol cette année. Et après, il va commencer les rotations de culture. Mais quand vous reprenez une parcelle en friche, il y a un peu de travail pour la remettre à niveau. 175 000 euros financés par 91 particuliers. Je ne sors pas le chiffre de ma tête, je l'ai calculé. C'est à peu près 1923. Il est fort, hein. Il a fait les decks comme moi. Donc à peu près 2 000 euros de tickets moyens investis sur Hectarea. Alors évidemment, tu m'as dit que ça allait de 500 à 25 000. Mais si je me mets à la place de l'investisseur particulier, entre guillemets, moyen, avec 2 000 euros, j'ai quoi comme loyer là-dessus, mensuel, enfin annuel, je peux attendre à quel rendement ? Alors, en annuel, avec 2 000 euros, ça fera 60 euros à peu près. Okay. Donc, en fait, on est sur 3%. Et ça, c'est versé mensuellement. Donc, grosso modo, tu as ton 5 qui est versé par mois, quoi. 5 euros par mois. Et je finance une conversion en bio sur du maïs près de Bordeaux, au nord-ouest de Saint-Émilion, je crois. Ouais. Au nord de Saint-Émilion, au nord-ouest de Bordeaux. Nord-ouest, pardon. C'est vers Coutras. Coutras, si ça vous parle. On est encore en Gironde ? Oui, c'est en Gironde. On est encore en Gironde. C'est en Gironde. Et en plus de ça, alors j'allais dire 3%, c'est... on peut aussi faire du livret A. Après, le livret A, on n'est pas servi tous les mois. On est servi à la fin de l'année. Non. Ce qui fait un vrai décalage. Hein. Ouais. Dans l'argent qu'on le reçoive maintenant, c'est quand même une vraie différence aussi. Ouais, pour le coup, comme disent à peu près tous les profs de finance, 1 euro aujourd'hui vaut mieux que 2 euros demain. On revient à ça. Non, mais on revient à ça, mais c'est important. Clairement, moi, tu me proposes d'avoir un rendement annualisé mais versé tous les mois, évidemment, c'est un complément. Parce qu'après, tu mets 2 000, mais si tu mets 20 000 ou si tu mets 200 000, chacun ses moyens. En fait, investir dans la terre est quelque chose qui est vraiment très stable. Pour le coup, je ne suis pas sûr que tu pourras un jour proposer des rendements à 9%. Enfin, je l'espère. Mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une sorte un peu de... c'est pas officiel, c'est pas garanti, mais de stabilité dans le rendement, dans ce 3% ou plus, parce qu'il y a certains projets qui proposent plus aussi. Ouais. Sur ça, en fait, il faut vraiment regarder le mimétisme avec l'immobilier. Sur l'immobilier, on va avoir un loyer qui est versé, mais l'échelle des projets agricoles, en fait, elle est beaucoup plus long terme. Donc là, on va avoir un taux de vacances sur l'immobilier, c'est-à-dire que on va avoir un locataire qui va partir, on va reperdre 3 mois tous les 2-3 ans. Il faudrait regarder exactement les stats sur les taux de vacances. Là, on a un agriculteur qui a un projet long terme et qui donc s'inscrit sur une période assez longue, ce qui permet en fait d'avoir une continuité dans les loyers plus forte et donc d'avoir une plus grande stabilité des loyers versés.
Donc ça, c'est une partie de la réponse. Après, effectivement, on parlait tout à l'heure, on disait que la terre était la moins chère d'Europe de l'Ouest en France. On a tout l'aspect plus-value qu'on peut avoir sur le foncier. Et donc là, en fait, ton rendement qui est effectivement aux abords du livret A, et on tient à ce que ça reste au-dessus ou proche, qui est à 3%, tu as un complément qui va être l'accès à la plus-value. Comme si finalement tu avais acheté un appartement, tu as ton loyer, 6-7 ans après tu le revends, bah, tu as la plus-value de vente si tu arrives à le revendre plus cher que tu l'as acheté. Et ça pour le coup, ouais, je rebondis, il faut le redire, encore une fois, la terre la moins chère d'Europe. Je regardais les prix aux Pays-Bas notamment. On est beaucoup plus haut, entre 20 et 25 000 euros l'hectare, si je dis pas de bêtises. On monte même jusqu'à 70 là-bas. Et quand on regarde depuis les années 1980 le prix moyen de l'hectare, alors ça n'a pas trop de sens de donner un prix moyen, parce que comme tu l'as dit, ça peut valoir une prairie dans la Creuse, vaut pas la même chose qu'un hectare en Champagne. Mais il y a quelque chose qui, moi, me semble assez clair, c'est que ça ne baisse pratiquement jamais. C'est une hausse progressive, continue, mais pas comme dans l'immobilier où tu as une crise, par exemple, en 93, ou une crise dans les années 2000, ou une crise, je parle de crise, ça fléchit et ça repart, dans les années 2007-2008 avec la crise financière. Clairement, tu as quand même l'assurance que la terre prend de la valeur en France. Ouais, c'est dans nos 3 piliers, en fait, effectivement, il y a la stabilité. On est sur un actif qui est effectivement moins cyclique que l'immobilier. Donc, ça veut dire que s'il y a une crise, la terre va moins perdre de valeur que l'immobilier normalement, et c'est ce qui historiquement est montré. Donc, c'est vraiment une valeur qu'on ne peut pas non plus qualifier de valeur refuge, mais en tout cas qui a un peu ce sens-là de stockage de valeur. Et j'aime bien le rattacher au côté concret, c'est-à-dire qu'on peut mettre les pieds, on aime bien l'expression mettre les pieds dans la boue, mais on a les pieds dans la terre, et voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment concret et qui permet en fait d'avoir une certaine diversification pour son épargne sur quelque chose qui va être moins risqué et moins fluctué que des investissements en bourse ou autre. Oui, et dans les 2 projets qui sont en ce moment commercialisés ou proposés sur la plateforme Hectarea, je voyais, donc on parlait du domaine de l'Accent, donc un rendement à 3,1% et une plus-value annuelle, alors c'est évidemment pas garanti, mais de l'ordre de 4%. Et au fond, si on compose sur 10 ans, puisque c'est à peu près l'horizon cible d'un placement foncier, sachant que ça peut aller beaucoup plus loin. Après, on arrive à ce qu'on appelle un TRI, donc un taux de rendement du projet. Mettons que ce soit une espèce de taux d'intérêt global du projet d'environ 5,5-6 par an, c'est ça ? Ouais, en fait, on va fluctuer à peu près entre 5,5 et 7% par an dans nos estimations. Et ça, c'est basé sur les datas historiques qui présagent pas des performances futures. Mais on a effectivement, historiquement, sur les 10-15 dernières années en France, au-delà d'être stable, la terre, elle a pris à peu près 4% par an. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre un recul un peu plus macro sur la situation et l'agricole. On parlait du prix des terres en France versus le prix des terres en Europe. Il y a aussi toute une logique de production en France à terme et de qu'est-ce qui se passe dans les pays qui nous fournissent la nourriture actuellement. On parle beaucoup d'indépendance alimentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre en France. Il faut être très droit sur ce constat-là. On importe 60 à 70% de nos fruits et légumes et on importe beaucoup de zones comme la zone de Murcia en Espagne, par exemple. On appelle ça la région des Grandes Bâches. Oui. C'est une région qui manque d'eau. Et que des serres. Que des serres, qui manque d'eau. Et donc, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais nous, on a un climat qui est quand même très tempéré en France. Et donc, on va être obligé de reproduire un peu plus en France un jour. Et donc, toutes ces données-là, elles font que sur le long terme, on va quand même, y a quand même une logique assez positive sur la terre et sur l'exploitation qu'on doit en faire et le retour de plus d'agriculteurs dans le milieu. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu... c'est une mauvaise nouvelle qu'on annonce une bonne. C'est-à-dire qu'on reparlera de l'impact du réchauffement climatique, mais oui, il y a une logique à ce qu'à un moment, quand tout sera cramé, si je le dis de manière grossière, dans le sud de l'Espagne, qu'on soit capable de faire peut-être, comme on le fait déjà de manière expérimentale, des avocats en Corse, pourquoi pas des aubergines dans la région centre. On n'y est pas encore, mais ça veut dire qu'il fera quand même assez chaud. Avant ça... tu parles de constats sur l'agriculture en France. Donc, on a un TRI cible par projet
si on reprend celui du domaine de l'Axant, donc Terrasse du Larzac, il y a un autre projet qui est la production de pivoine dans le Var. On en reparlera si on a une minute. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, voilà, avec un TRI cible de 5,5-6%, il faut 12 ans à peu près pour passer de 1 à 2, pour doubler sa mise. Sur 10 ans d'horizon, avec quelque chose comme du foncier, je trouve ça extrêmement rassurant de dire, ça tourne tout seul. Quelque part, je délègue à Hectarea. Et c'est là que je voudrais en venir. Reprenons l'exemple des hectares de terre qui ont été financés à côté de Coutras. Tu as 91 acquéreurs sur les parcelles. Qu'est-ce que ça donne au moment où il faut se réunir chaque année pour relever les compteurs, faire les comptes, etc. Est-ce que tu as 91 personnes qui... C'est la foire d'empoigne en assemblée générale, comment ça se passe parce que c'est important aussi de se dire, voilà, je suis responsable de ça. C'est quoi mon rôle d'investisseur là-dedans? Alors, effectivement, ça, c'est une grosse réflexion qu'on a eue dans la structuration même du produit d'investissement. L'idée étant d'apporter des capitaux à l'agriculteur, de sécuriser l'investisseur, mais pas en faisant une machine à gaz et pas au détriment de l'agriculteur qui, après, doit gérer des structurations qui sont très complexes et qui seraient au détriment de son activité. Concrètement, l'agriculteur, il faut qu'il puisse être sur ses activités et avoir les bénéfices de notre solution, c'est-à-dire l'apport financier et la création d'une communauté d'investisseurs qui peuvent l'accompagner après sur des développements commerciaux ou même sur la reconnaissance sociale pour qu'il puisse montrer son travail. Et donc, ce qu'on a fait, c'est finalement un produit obligataire. Ça, c'est vraiment important dans la conception du projet. C'est que si on fait investir 100 à 200 particuliers, qui est l'idée de démocratiser finalement l'investissement dans la terre, si on le fait via de l'action, ça veut dire que tout le monde est au capital de la structure. Donc déjà, il y a une certaine ingérence parce qu'on est au capital de l'agriculteur et donc, entre guillemets, on lui dit un peu ce qu'il faut faire, alors que ce n'est pas du tout notre rôle. On n'aime pas l'ingérence, nous on est pragmatique et on ne veut pas mettre les pieds là où ce n'est pas notre partie du boulot. Ouais, c'est là où ton expérience et ta connaissance du réseau des agriculteurs, en région ou ailleurs, peut être utile. Ouais. Et du coup, en fait, on a comparé aux solutions historiques que j'ai même vu mettre en place chez moi, donc tout ce qui est groupement foncier, par exemple. Et on s'est aperçu que c'était donc beaucoup de gestion côté agriculteur et beaucoup de complexité côté particulier avec des droits de mutation à payer lors des reventes, etc. Et donc, pour ça, en fait, on a fait une logique obligataire. Donc, si on reprend l'exemple du terrain qui a été fait de 175 000 €, on a l'achat du terrain. Oui. Au-dessus de ça, on a les particuliers qui investissent via de l'obligation. Et en fait, pour sécuriser leur investissement, on a une hypothèque qui est mise en place par leur notaire et qui est rattachée donc aux obligations des investisseurs particuliers. Alors, quand il parle leur notaire, c'est le notaire que vous désignez pour l'opération. On n'est pas obligé, si on s'inscrit sur Hectarea, de venir avec son notaire et de dire « Maître, regardez ». Donc, si je résume, tu as une structure avec plusieurs dizaines ou quelques centaines d'investisseurs qui apportent un financement à une société qui va acheter le terrain. Et ce financement, en fait, elle joue le rôle, entre guillemets, de la banque, c'est-à-dire qu'elle prête de l'argent pendant une période, donc on parlait de 10 ans. En plus d'être senior sur la dette, c'est-à-dire prioritaire, elles sont rassurées par le nantissement du terrain par une hypothèque. En gros, quoi qu'il se passe, le terrain est hypothéqué, donc c'est plutôt rassurant. Et il est acquis surtout. On n'est pas sur un prêt avec hypothèque pure, on est vraiment sur une acquisition. Donc le terrain est acquis par la foncière via l'investissement des particuliers, ce qui est en termes de sécurité au-dessus d'un simple prêt avec hypothèque. Voilà, et donc une sécurité de plus. Et je me mets toujours dans la position un peu où j'essaie de démontrer par l'absurde que le pire, que c'est compliqué que le pire arrive. C'est-à-dire que par rapport à de l'immobilier, ça ne peut pas s'effondrer. Il ne peut pas y avoir un problème de construction. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que finalement le rendement à 4% par an, à 3-4% et la plus-value à 4%? J'essaye de voir qu'est-ce qui peut mal se passer sur un champ qui est exploité. Bon, on a retourné ça bien sûr dans tous les sens aussi. Si tu as, imaginons un agriculteur qu'on finance fait faillite, malheureusement, c'est justement pour ça qu'on n'investit pas dans l'exploitation et bien sur la terre. Et donc ça veut dire qu'on doit trouver un nouvel exploitant. C'est le cas de la vacance. De la vacance, exactement. Mais c'est vraiment pour ça qu'on est sur la partie foncière. Et après, c'est comme dans l'immobilier, le bord de mer, si tu prends la façade atlantique en France,
Il y a des zones qui sont un peu inondables, c'est des zones où il ne faut pas acheter dessus. Dans l'immobilier, c'est pareil, de façon assez pragmatique. Dans les lits de rivière, il y a des zones, des terres qui sont très riches. Souvent, c'est de bonnes terres agricoles, mais il y a toujours un risque sur la partie inondation. Quand c'est des inondations de temps en temps, ça va. Quand c'est vraiment en zone inondable, on n'ira jamais sur ces acquisitions-là. Donc, voilà, à part des choses comme ça. Et après, tu as la partie, si on pousse encore le trait, la partie qui revient souvent en question, c'est catastrophes naturelles. Oui. Ça, tu as des assurances CatNat. Et donc, si la région déclare que c'est une catastrophe naturelle, en fait, l'agriculteur sera accompagné sur la partie opérationnelle et pour faire face à ça. Ok, mais globalement, donc ouais, c'est. Après, il faut aussi le voir de manière transparente. Si le rendement n'est pas parmi le top du rendement de tous les produits financiers, c'est aussi parce que le risque est très faible. Enfin, toujours raisonner en risque, en couple rendement-risque. Ouais. Là, c'est pour ça qu'on a raisonné comme ça, parce qu'en fait, côté agriculteur, on ne peut pas demander des rendements très forts. On sait que les rentabilités ne sont pas très élevées, du fait de choses macro. La consommation, concrètement, on ne paie pas on paie pas le bon prix pour les produits français. Et donc, face à ça, finalement, la seule solution, c'est d'avoir un produit avec un risque le plus bas possible pour pouvoir arriver à ce rendement qui n'est pas trop élevé. Parce qu'aller mettre des rendements à 9% sur une exploitation agricole avec des obligations convertibles qu'on peut avoir dans le reste de la finance, c'est des choses qui, pour moi, sont aberrantes parce qu'on est sur des niveaux d'intérêt qui sont trop élevés par rapport aux rentabilités et même des exploitations. C'est pas vrai surtout. Il y en a qui sortent des très belles rentabilités selon les produits. Mais si on va dans la vraie production agricole, type, par exemple, de l'élevage, c'est des secteurs où les rentabilités ne sont pas très élevées et le travail est vraiment éreintant. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de la grouper dans une seule et même question, parce que justement, le tissu agricole et paysan est assez fascinant quand on parle. Je te disais tout à l'heure, on peut gagner globalement à peu près 5,5-6% par an si on cumule rendement et plus-value sur un horizon de 10 ans. Et je te disais, il y a 55 millions de livrets A en France qui tournent à 3%. Avec une destination qui est utile parce que c'est du logement social, le livret A, c'est du financement de logement social en partie, mais c'est pas hyper fun, alors que si ces 55 millions de livrets A se disaient ok, je mets 500 euros, juste 500 euros, une partie de mon livret A vers une solution comme Hectarea ou tout sur Hectarea, et dans ce cas-là, tu auras pas mal de choses à gérer, ça ferait d'un coup 27 milliards d'euros, 27,5 pour être précis, pour l'agriculture française. Qui a besoin d'argent et qui a besoin de financement dans l'agriculture française? J'imagine que les besoins ne sont pas les mêmes selon que tu es producteur récoltant à Passy-sur-Marne en Champagne ou bien que tu fais des vaches et du bétail en Bretagne. Ouais, déjà en ordre de grandeur, si tu veux, les transactions agricoles en 2021, c'est 7,14 milliards d'euros. Okay. Donc il faudrait quelques années pour absorber ce montant d'épargne. Non, en fait, sur ça, nous, on a vraiment une vision qui est de dire, finalement, quel que soit le projet agricole, il peut être d'une belle nature et ils peuvent avoir besoin de financement. Quelqu'un en Champagne, oui, les terres sont chères, mais si c'est quelqu'un qui exploite bien, qui fait un beau produit, il mérite d'être financé aussi. Bien sûr. Si on a un agriculteur qui fait du maraîchage bio-intensif sur une surface de 1,5 hectare, et pas besoin de très grosse surface sur du maraîchage bio de cette façon, il mérite aussi d'être financé. Donc déjà, je pense que c'est hyper important de ne pas opposer trop les visions du monde agricole et de parler à tous les agriculteurs. Okay. Venant du monde agricole, ce qu'on déteste, c'est le côté donneur de leçons qu'il peut y avoir parfois. Et donc, c'est important de faire ça. Ensuite, sur les différents moments de financement, en fait, un agriculteur, il est chef d'entreprise. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a différentes phases de développement pour son exploitation. Donc, ça peut être une aide à l'installation. Un jeune qui s'installe, il faut qu'il achète son matériel. Il y a l'achat de la terre agricole, faire les plantations. Et tout ça, en fait, c'est un bouclage financier qui est trop élevé. Et donc, le portage du foncier, typiquement, s'il fait la culture pérenne qui met plusieurs années à pousser et donc plusieurs années à donner des rendements, nous, on va lui porter le foncier. Et si au bout de 7-8 ans, il a la trésorerie, il va pouvoir racheter. Donc ça va être un des cas de figure. Un autre cas de figure, on parle beaucoup du perte de personnes au monde agricole et du renouvellement générationnel. Oui. Tu vas perdre 50% des agriculteurs dans les 10 prochaines années. C'est à peu près le consensus qui est arrêté par tout le monde. Sur ça, il n'y a pas que des néo-ruraux qui vont arriver, qui vont reprendre le secteur et qui vont sauver. Il y a des fils d'agriculteurs ou des enfants, filles d'agriculteurs qui vont le faire aussi. Et en fait, sur ça, la transmission, elle est complexe aussi. Parce qu'il faut racheter les parcelles, il y a les comptes courants des parents à sortir des sociétés. Et donc, nous, on vient aussi faire du portage foncier sur ce type de sujet.
Il en reste que deux. Après, ça va être la partie agrandissement. Des fois, on a l'impression que l'agrandissement est un peu un gros mot dans le secteur agricole parce qu'effectivement, on évite, et c'est le rôle d'instance de l'État aussi, d'éviter d'avoir que des très grosses exploitations qui parfois n'ont pas les bonnes méthodes culturales. Et donc, mais l'agrandissement est quand même parfois la bonne solution aussi, donc il faut le dire tout simplement. Et quand c'est la bonne solution, le portage est un des mécanismes. Et après, il y a le refinancement. Là, il y a eu la crise agricole récemment. En fait, vous avez, on prend des exemples par exemple, quelqu'un qui fait de l'élevage, il peut avoir un hangar à refaire et en fait, il va déjà posséder 100 hectares. L'élevage, on a souvent beaucoup d'hectares. Potentiellement, ce foncier qu'il a, c'est bien pour faire une culbute, une vente à 70 ans ou après, ou avant, pardon, mais ça ne l'aide pas pendant sa vie à avoir un revenu. Et donc, on peut lui racheter une partie de son foncier pour qu'il puisse lui investir sur ses conditions opérationnelles et pouvoir tirer un meilleur revenu. Ça, c'est la partie refinancement et qui a un gros pan avec la crise agricole qu'on traverse aussi. Ce que j'entends dans les plusieurs sujets de financement des agriculteurs que tu m'exposes, c'est que en prenant le relais sur la partie foncière, Hectarea et tous les investisseurs Hectarea, en fait, permettent à l'agriculteur de respirer parce que je comprends, et c'est peut-être, tu me dis si c'est pas le cas, que le foncier représente la plus grosse part de la valeur dans une exploitation agricole. Ça dépend des régions, mais effectivement, c'est une grosse part dans la valeur. Et c'est un peu, si on se place à la place de l'agriculteur en tant que particulier, un particulier, on adore l'immobilier en France, il y en a qui vont faire de l'achat autofinancé avec un bien en région sur un prix d'achat un peu moins cher, etc. L'agriculteur, c'est comme si pour son activité, il était obligé de le faire aussi. Mais ça, c'est bien quand on a une logique de 20 ans et qu'on veut mettre un apport dessus. Mais lui, finalement, ce qu'il veut, c'est avoir un rendement à court terme et un salaire comme tout le monde. Et donc, il n'est pas obligé de faire de l'investissement immobilier pour s'installer. D'accord. Donc, c'est deux choses séparées. En fait, il n'y a pas d'appropriation de sa terre. Nous, on lui permet de lui racheter, qu'il la rachète. C'est hyper important dans le modèle. Mais si on va sur ça, il y a déjà 60% des terres qui sont en location en France. Donc, c'est un modèle qui est ancré parce que, tout simplement, ça fait trop d'investissement pour l'agriculteur. Ok, donc c'est tout à fait accepté et pas du tout... tabou ni intrusif de proposer à des agriculteurs qui sont déjà installés ou qui s'installent de dire je te propose un relais sur le financement du foncier, tu la loueras. On l'a vu avec le rendement, c'est pas extrêmement cher. De se dire qu'on peut louer, si un hectare vaut 6 000 € et qu'on le loue à 3 ou 4%, c'est pas ça qui met... 80 €, oui, ça va. C'est pas énorme. Alors après, ça dépend d'où est l'hectare et de quel est le rendement. Et c'est là que je viens sur on va parler un peu du deuxième projet, parce qu'on a parlé des terrasses du Larzac. Alors, pour les amateurs de vin et et du monde viticole, j'espère que quand l'épisode va sortir, le projet sera encore finançable. Sinon, je doute pas qu'il y en aura d'autres. Il y en a un autre qui me passionne parce qu'il est complètement différent, mais qui fera plaisir à tous les garçons comme moi qui veulent offrir des fleurs à leur mère ou à leur femme. C'est donc une exploitation, comment on dit, d'un floriculteur. Oui, floriculteur. J'ai appris, je pensais qu'on disait horticulteur. Horticulture souvent, mais il y a floriculteur aussi. Floriculteur, donc au Crau dans le Var. Et là, c'est une parcelle de 1,37 hectare pour faire de la pivoine. Tu peux me parler de pivoine? Ouais, avec et de plaisir. Comment ça peut me faire gagner de l'argent? Parce qu'il reste encore, 40 minutes pour me convaincre d'investir. Parfait. La pivoine, déjà, c'est une fleur qui est vraiment très belle. On va commencer tout simplement par la nature elle-même des choses. Si on dézoome un tout petit peu avant d'arriver sur l'exploitation, en France, on importe 85% des fleurs. Principalement, tu vois, le Kenya, par exemple, c'est 30% des fleurs importées de toute l'Europe. J'ai envoyé quelques stats qui sont très durs. Les Pays-Bas, c'est 70% des fleurs achetées dans le monde transitent par les Pays-Bas. Donc on est sur un marché ultra globalisé et un marché qui est une catastrophe écologique. Pour aller plus loin sur ça, les fleurs qui viennent du Kenya ou d'autres pays, il y en a peut-être qui sont bien produits, mais ce qui se passe sur pas mal d'exploitations, c'est qu'on a en Europe la production des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous, qui sont envoyés là-bas pour produire, et en fait les fleurs sont revendues chez nous. Alors on leur sous-traite nos problèmes et on les refait venir par cargo. Ok, bravo. Voilà, donc petit aparté sur ça. Mais en tout cas, il y a des producteurs qui produisent très bien sur notre sol
Et il y a des filières qui se réorganisent finalement sur la fleur. On était très fort sur la rose, mais ça a un peu perdu ce marché un peu plus complexe maintenant. Par contre, la pivoine, ça fait 10 ans que ça se développe très bien parce qu'on a un terroir qui est vraiment super dans le sud-est de la France. Ok. Si on prend la commune de Lacroix où est situé le floriculteur, C'est de l'accro, ok. c'est 40%, enfin pas la commune elle-même, mais le Var, c'est 40% de la production française. Donc 40% des 15%. Donc on est quand même sur vraiment l'endroit où est fait la production de fleurs. Et si on parle concrètement de l'exploitation, donc des 1,32 hectares, on a en fait quelqu'un qui est vraiment passionné, qui a fait 20 ans au marché aux fleurs de Hyères, donc de la distribution et la production de fleurs, et qui s'est dit finalement, on a vraiment le terroir pour le faire. La pivoine, elle permet d'avoir une belle rentabilité. Et donc, il s'est lancé il y a 5 ans maintenant sur son exploitation de pivoine. La réalité maintenant, c'est qu'il a à peu près 60 on va dire, distributeur, mais plutôt fleuriste en direct, et qu'il n'arrive pas à répondre à la demande. Et il a même les Pays-Bas qui sont le pays de la fleur, on va dire, en Europe, qui viennent le voir pour justement nouer des partenariats ou autre. Ah, on prend notre revanche, cool. Enfin. Ah ouais, okay, alors donc lui, il en produit, il n'arrive pas à suivre la demande. Donc ça, Ouais. ça peut être un gros problème, mais c'est plutôt un problème du bon côté quand tu n'arrives pas à suivre la demande. Et donc, comment il s'appelle ? Il s'appelle Anthony. Comment on aide Anthony avec Hectarea quand on apporte 500 000 ou 10 000 euros, comment on l'aide ? Du coup, là, c'est une acquisition de 294 000 euros. Concrètement, ça permet d'acheter la parcelle et donc ça permet à Anthony de libérer la trésorerie pour pouvoir justement continuer à développer son exploitation parce que sinon, il a une grosse partie de ses prêts qui est bloquée dans le foncier. Et en agriculteur, la plupart, ils ont toujours des prêts aussi à côté, c'est bien, mais ils ne peuvent pas tout faire par prêt. Il y a un moment, tu as la rentabilité de l'exploitation qui est ce qu'elle est. Sur la pivoine, c'est une culture qui est vraiment intéressante d'un point de vue rentabilité aussi. Pour donner quelques chiffres, on a à peu près 15 000 pieds à l'hectare et tu as à peu près 6 tiges par pied. Donc tu vas sortir dans les 95 000 tiges à l'hectare et c'est 1 euro la tige. Donc tu vas sortir quasiment 100 000 euros à l'hectare, ce qui est très rare dans le monde agricole. Hein. 1 euro la tige, ça c'est le prix de vente, en gros. Ouais, en gros, exactement. Celui qui a 1 euro la tige, c'est son fleuriste qui me donne l'adresse de son fleuriste. Avec de la fleur française, oui, je veux bien l'adresse aussi. Ouais, là, mais alors c'est exceptionnel. Donc 95 000 tiges à l'hectare. J'arrive même pas à me rendre compte, mais je vois que en termes de rentabilité, c'est fort. Ouais, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Oui, parce que là tu disais, ça le permet en fait, de débloquer ses prêts dans le foncier. Encore une fois, l'achat de la parcelle et la mise en place d'un bail rural va lui permettre de récupérer de la trésorerie pour respirer. Et encore une fois, Hectarea prend le relais sur le foncier, qui est enfin, en gros sous-traité et qui est détenu par les investisseurs Hectarea. Et lui, alors justement, c'est la question que je me posais quand tu fais des fleurs, et que tu fais pas ton petit jardin de ton côté, mais 95 000 tiges de pivoine à l'hectare, c'est quoi tes charges ? Alors en fait, tu as beaucoup de main-d'œuvre parce que tout est ramassé à la main. Okay. La saison, elle est assez courte. Hein. Elle commence mi-avril, fin avril. Elle va finir début juillet, donc c'est une saison assez courte. Et lui, il a aussi fait des choix de production qui font qu'il est reconnu. Et d'ailleurs, il fait un test avec de la parfumerie en ce moment, où il en dira plus un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que, si tu veux, les méthodes sont assez coûteuses. Lui, dans son exploitation, c'est enherbé. Il n'y a pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides. Et donc, on est sur quelque chose où il faut travailler un peu plus la terre. Okay. Voilà, mais qui sont des choix et ce qui lui permet de bien valoriser aussi la fleur à la sortie. Sur l'exploitation, si tu veux, là, après, il va s'agrandir pour avoir un peu plus de pivoine et continuer à répondre à la demande. Un nouveau terrain d'1 hectare, il faut planter 15 000 tiges, enfin 15 000 pieds. Et pour planter un pied, en fait, ça va lui coûter à peu près 5 euros le pied. Donc, tu vois, l'investissement, il est assez conséquent. On parle donc de 175 000 euros par hectare quasiment. Tu peux descendre à 3 selon la qualité des pieds. Mais voilà, tout ça, ça a un coût. Et l'agriculteur ne peut pas supporter tous les coûts de l'exploitation. Ok, là, j'ai vu que le projet, c'était 137 arts, donc l'équivalent de globalement 2 terrains de foot. 2 terrains de foot de pivoine. C'est pas mal comme projet. C'est vraiment beau. J'ai vu que le rendement qui est servi tous les mois, mais annualisé, il était un peu plus élevé. Il est à 3,1, oui. 3,1. Oh non, alors que c'est le même. Ouais. C'est le même, ok. Intéressant le coût des fleurs. Pour le coup, j'ai été un peu abasourdi par les stats que tu me sortais. Il y a 30% des fleurs qui viennent du Kenya. Mais dans toute l'Europe, oui. Techniquement,
comment, à partir du moment où tu récoltes, où tu coupes une fleur au Kenya et le moment où tu l'achètes en France, comment c'est stocké? Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs que tu surgèles, quoi. On a creusé un peu. Le congelé pur, c'est quelque chose qui marche pas très bien parce qu'une fois que tu la décongèles, en fait, en 3 jours, elle va faner. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont la mettre à température très froide, donc 3-4 degrés, pendant quelques jours pour permettre une meilleure conservation. Et ensuite, tu as toute la partie produits chimiques qui permet tout simplement de mieux conserver. Faut regarder aussi, tout simplement, sentir les fleurs quand elles viennent de très loin et sentir les fleurs qu'on avait chez nos grands-parents quand on était petits. Et voilà, on n'est pas sur le même produit. Ouais, non, c'est pas pareil. Et donc ça arrive par avion à Orly, et ensuite marché de Rungis où se fournissent les fleuristes. Beaucoup aux Pays-Bas, en fait. La plaque tournante, c'est Rotterdam, c'est là-bas. C'est bien, elles prennent pas que l'avion, elles prennent aussi le camion après. Ouais. Ok. Et en fait, tu as même parfois des fleurs en France qui vont passer par là-bas pour revenir sur le sol français chez les fleuristes. Parce que tu as un gros marché aux fleurs qui est hier en France, Oui. mais des fois, les fleurs, elles font France, Pays-Bas, France. Voilà. Ouais, ce qui explique qu'à la fin, on peut acheter des bouquets dans le métro à 5 €, quoi. Exactement. Et ce qui est impossible d'un point de vue coût de production. Parce que tu as toute la main-d'œuvre, tu as énormément de travail qui est fait tout le long de l'année, et c'est aussi la seule recette qu'il y a au cours de l'année pour l'agriculteur sur cette parcelle. Faites pousser des fleurs chez vous, ou alors achetez français. Achetez français ou investissez avec Anthony. C'est une question que je te posais avant, parce que, bon, encore une fois, moi je reste sur mon horizon, ma petite calculette en tête, de me dire 3% de rendement à l'année, 4% de plus-value annuelle. Encore une fois, en 10-12 ans, j'ai doublé mon investissement. Alors, ça sera peut-être pas 100% de mes économies que je vais mettre sur Hectarea, mais en tout cas, c'est un substitut foncier que je trouve cool et à la fois avec de l'impact et en plus assez bien sécurisé. Mais parfois, dans certaines solutions, quand tu investis dans des terres viticoles ou agricoles, etc., tu peux choisir entre fermage à 100%, métayage ou un mix des deux. Est-ce qu'on peut faire juste le point sur ce qu'est le fermage, le métayage, et ce que vous avez choisi par rapport aux solutions qui existaient justement dans les parts de groupements fonciers agricoles ou viticoles? Ouais. Donc, fermage, en fait, c'est rien d'autre qu'un loyer. Oui. Donc, j'achète un appartement, le locataire me paye un loyer, là, c'est pareil, l'agriculteur. Et métayage, en fait, c'est un paiement en nature. Donc, si c'est viticole, ça va être en bouteille de vin. Voilà. Et pourquoi pas? Alors, c'est plus compliqué de le faire en fleurs, mais c'est pas mal. Si t'habites à côté tu vas dans le Var chercher ton bouquet toutes les semaines chez Anthony. Justement, ça, nous, on a beaucoup parlé donc, de la stabilité du rendement, mais le troisième pilier, c'est la partie impact et la partie cool que tu mentionnes, en fait. Et sur ça, ce qu'on a fait, et je reviendrai sur ta première question si ça te va, sur pourquoi la structuration par rapport au groupement foncier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un mini réseau social sur la plateforme qui permet, en fait, une fois que vous avez investi, vous avez donc vos prochains loyers qui vont être versés, les échéances, etc. Donc, on va dire un tableau de bord très financier. Et derrière, il y a un mini réseau social qui permet de communiquer avec l'agriculteur. Et donc, sur lequel il peut envoyer des vidéos de ce qu'il fait. Et justement, sur la partie fleurs, s'il y a des personnes qui ont investi et qui veulent des fleurs, il peut envoyer un lien en direct et envoyer les fleurs de la propriété dans laquelle ils ont investi. Et pour revenir donc sur ta question... Idem pour le vin? Idem pour le vin. En fait, il y a ce mini réseau social pour tous nos projets. On veut vraiment créer des clubs parce que la mission, on n'a pas beaucoup parlé, mais la mission, c'est reconnecter les particuliers et les agriculteurs. Le pont dont tu parles. Le pont, exactement. Et je trouve que l'expression est bien choisie. Et du coup, il y a le pont qui est la partie économique, mais après, il y a la partie... on parle beaucoup de l'environnement aussi. Tu vois, on est parfois un peu déconnecté. On dit oui, les méthodes doivent être celle-ci, alors que la plupart, on a jamais mis un pied dans la terre. Et en fait, on oublie et on omet complètement la partie sociale. Un agriculteur qu'on a accompagné, on allait aux 20 heures de France 2 avec lui. Il nous en a reparlé pendant plusieurs semaines. Et la partie sociale, elle est hyper importante. C'est la reconnaissance qui manque dans la société. Donc ça, on le fait via ce mini-réseau. Et pour revenir sur ta question, donc pourquoi numéraire versus un paiement en nature directement? Parce qu'en fait, on crée un produit qui est un produit de rendement. Et pour être dans une case compréhensible et facile, on a choisi que ce soit payé donc en numéraire en argent. Et ensuite, par contre, justement, la partie, on va dire, métayage, qui est donc d'avoir des bouteilles ou des fleurs, etc., on voit un lien plus commercial pour justement pouvoir aller un peu plus loin que juste je vais avoir 3 fleurs ou 2 bouteilles. Là, l'agriculteur peut partager un code avec une réduction pour ses investisseurs pour qu'ils fassent partager à leurs amis aussi, avec ce lien très commercial.
mais avec un produit qui reste très simple à chaque fois. Ok. Donc c'est vraiment un parti pris, et aussi d'un point de vue opérationnel, quand on a pour l'agriculteur à gérer tous les envois directement, bon, ça peut être assez complexe, et donc on peut mutualiser ça via la plateforme. Ouais, c'est-à-dire que c'est à la demande. Si tu te dis, par exemple, moi j'ai fait ce projet pour avoir de l'impact, pour aider, pour un peu changer le quotidien d'une exploitation ou de plusieurs exploitations, c'est pas mal. Et je peux même me servir de mes loyers à la fin avec, je sais pas, par exemple, si j'ai eu 60 euros, on parlait de loyer de 60 euros sur l'année, est-ce que je pourrais pas justement... 60 euros, je peux choisir de les encaisser, ou alors je peux aussi choisir de me dire, bah tiens, avec le réseau social, est-ce que je peux pas m'acheter une, deux, alors je sais pas, à combien sont les bouteilles du domaine de l'Accent? Je sais pas, regardez, t'as une idée du prix? Oui, c'est la gamme entre 8 et 20 euros. Ok. Et effectivement, donc ça permet d'avoir quelques bouteilles. Après, il a aussi une très belle installation en bois sur des vignes avec les terrasses et une très belle vue où les particuliers peuvent venir faire une dégustation. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Nous, on met tous les outils en place pour que le viticulteur, dans ce cas, puisse créer ces moments. Et l'idée, c'est effectivement de les faire. Et si on dézoome un petit peu, c'est que le particulier il puisse avoir 2 arts de vigne, 3 arts d'amandier, 4 arts de maraîchage, 6 arts de fleurs. Donc, 1 hectare, c'est 100 arts de terre. Oui. Et donc, qu'il sache où c'est produit en France, qu'il se reconnecte avec des agriculteurs dans toute la France. Et voilà, qui diversifie aussi ses investissements d'un point de vue financier. Oui, moi j'imagine bien descendre en vacances dans le sud et m'arrêter dans le Larzac, ou sinon on passe assez peu par destination, pour me dire tiens, alors évidemment je vais pas débarquer la fleur au fusil sans prévenir, mais Un peu d'organisation. en voyant ce qui est possible, parce que encore une fois, il y a quand même quelque chose, alors c'est un peu, c'est pas un fantasme, mais une espèce de rêve de se dire je marche un peu sur mes terres. Alors toute la terre, non mais toute la terre est pas à toi, mais ça a beaucoup de sens. Si tu veux par exemple laisser des souvenirs avec tes enfants, tes petits-enfants, etc., c'est quand même plus sympa de marcher, d'aller voir les vaches et d'expliquer ce que c'est que les essences des arbres dans la forêt, plutôt que tes petits-enfants disent ah, je me souviens, papy c'était un expert des appartements en loi Pinel, franchement trop fort pour pas payer les impôts. C'est sûr, c'est pas du tout la même optique. Ouais, non, mais se reconnecter ou se connecter quand on n'a pas eu la chance, parce que dans ton cas, moi j'estime que c'est une chance d'avoir 5, 10, 15, 20 ans passés dans la nature, au contact des bois, des champs, des forêts, des montagnes, etc. Alors que on est en France, on a quand même des centaines de biotopes différents. On n'est pas aux Pays-Bas, on doit en profiter et on doit justement, on peut mettre de l'argent là-dedans. C'est ça qui est bien avec Hectarea. Je fais une petite pause pour justement te parler de mon expérience. Hier, je me suis inscrit sur la plateforme en me disant il a 1 heure et quelques pour me convaincre. Il faut que je sois capable d'investir si c'est le cas. J'ai pas grand chose d'autre à dire que oui, c'est vraiment assez simple. Je crois qu'en moins de 10 minutes, c'était fait. T'as comme d'habitude, il faut évidemment décliner nom, prénom, carte d'identité, mais c'est assez rapide. Et puis très vite, sans que j'ai été harcelé par mail, j'ai la possibilité d'investir dans les projets. Donc, pour l'instant, retour positif. Génial. Je te le dis parce que j'espère qu'après ça, tu vas avoir des followers du Club des investisseurs indépendants de premier million, des abonnés Panthéon qui vont venir. Parce plaisir. On en a plein qui se posent justement des tas de questions. Il y a quelques mois, on a beaucoup parlé d'agriculture, un peu à tous les niveaux. Il est probable qu'on reparle un peu de politique agricole au terme des élections. On est entre les 2 tours des élections législatives de 2024. Je voudrais revenir sur un point dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'on en a parlé avant l'émission. J'ai demandé autour de moi si tu devais poser une question à Paul qui fait ça avec Hectarea, qu'est-ce que tu lui demanderais? Et j'ai quelqu'un de mon équipe qui m'a dit si on est malin et si on est visionnaire, dans quelle terre on va investir en France si on prend en compte le critère du réchauffement climatique? C'est-à-dire, si on se dit, bon, de toute façon, ça va réchauffer, est-ce qu'on va faire des avocats en Picardie, des oliviers, des choses comme ça?
Ouais, c'est une vraie question qui se pose sur le terrain et un peu partout, surtout au sud de l'Europe. Il y a un vrai sujet sur ce réchauffement climatique-là. Et des exemples qu'on a sur le terrain, je crois que sur les 12-15 derniers mois, j'ai dû rencontrer 250 agriculteurs à peu près. En fait, on a des filières qui soit renaissent, soit essaient de monter un peu plus en France. Donc on a par exemple l'olivier, où on en parle maintenant au sud de Lyon. On en parle à Bordeaux en ce moment. Sur ces nouvelles filières, il faut être assez prudent parce qu'un arbre fruitier, c'est facile de le faire pousser. Mais avoir une belle récolte, c'est une chose qui est différente. Oui. Et donc, oui, il y a des opportunités. On parle de vignes en Bretagne également aussi. Ce qui compte, c'est planter la bonne espèce au bon endroit, avoir les bonnes conditions d'eau, parce que souvent, c'est des plantes qui vont demander un peu d'eau aussi, et avoir les bonnes conditions d'ensoleillement. Donc, ces critères-là, il faut qu'ils soient réunis spécifiquement pour une filière et pour une plantation. Et donc, on est assez prudent, nous, parce que forcément, on engage après les particuliers qui investissent, Bien sûr. même si c'est que sur le foncier. On est vraiment prudent sur les nouvelles filières. Après, au-delà de... Enfin, tu citais l'exemple de la mangue en Corse. Oui, il y a les filières fruits tropicaux aussi au sud de l'Espagne qui marchent assez bien. Nous, ce qu'on fait, c'est on regarde aussi historiquement. Si tu prends l'olivier, dans les années 60, il y en avait énormément en France. Et il y a eu un gel massif et après, la filière a un peu disparu. Donc, au profit de l'Italie, de l'Espagne. Oui, exactement. On a un peu abandonné la filière et qui est en train de quand même de renaître. Donc, je suis toujours contre les réponses généralistes. L'agricole, c'est le sens du détail, du côté particulier. Et donc, ça va être de regarder au bon endroit sur les bonnes terres. Comme on peut dire que dans l'immobilier, il y a un engouement pour telle ville qui est à telle distance d'une grosse métropole où les gens vont l'habiter parce qu'ils veulent se reconnecter un peu plus avec la nature. Donc, c'est un peu... il n'y aura pas de réponse très précise sur ça avec investissez à tel endroit. Ok, mais il faut rester en alerte et regarder. Ce qui est sûr, et je reprends un peu l'élargissement macro qu'on a eu tout à l'heure, c'est on parle du réchauffement en France, on a quand même un climat qui est on a de la pluie, on a vraiment ce qu'il faut pour produire, et donc on va être entre guillemets un des derniers touchés. Si on prend des pays où c'est beaucoup plus sec, comme peut l'être l'Espagne, et qui fait une grosse production agricole, le Maroc aussi, on ne sera pas les premiers à manquer d'eau en tout cas. Pour revenir sur la France, tu me disais que les céréales, c'était 33% de la surface agricole. Le reste, ça se découpe comment ? Alors en fait, tu as 3 grosses filières. Tu as la partie céréales, la partie, on va dire, grande laiterie, et la partie viticole, champagne, etc. Okay. Laiterie, c'est plus vers l'ouest, j'imagine, Bretagne, Pays de la Loire. Tu as énormément en Normandie aussi. Normandie, bien sûr. Et donc avec des gros élevages, des gros volumes. Donc ça, c'est les 3 grosses filières françaises. On va être un peu négatif. Quand on creuse dans le secteur agricole, la crise a fait prendre un peu conscience de ce qui se passe, mais on parle souvent d'indépendance alimentaire. On est le premier pays agricole en Europe. Il y a plein de choses positives. Mais quand on sort de ces 3 grandes filières-là, elles sont quasi toutes déficitaires sur la balance import-export. Okay. Donc, on importe un poulet sur 2, on importe 60-70% de nos fruits et légumes. On a beau être le premier pays agricole, en fait, il est concentré sur ces 3 grosses filières, mais les filières nourricières autres, elles sont plutôt en plongeon. Pourquoi on importe ? On ne produit pas assez ou on ne consomme pas les produits à leur juste prix, je pense. C'est en principe tout simple de la mondialisation, c'est de dire... si c'est mieux produit à un autre endroit, ça profite à l'économie ici, parce que nous, on produira mieux quelque chose d'autre qu'on leur exportera. Principe très simple. Enfin, quand tu dis mieux produit, c'est souvent moins cher, quoi. Oui, et dans la réalité, on a des produits moins chers qui arrivent dans des normes qui ne sont pas les nôtres, et du coup, on a un dumping par rapport à nos agriculteurs en France. Et donc, c'est très dur. Je prends un exemple que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, producteur de framboises françaises, framboises pleine terre, etc. Le marché en France, on veut des framboises très grosses, qui sont gorgées d'eau, qui sont faites sous serre. Et donc la petite production, soit il a quelques personnes en local et il s'est fait un circuit, soit toute la production un peu massive, elle est fermée en fait à son produit. Donc c'est bien de demander aux producteurs de faire une offre, mais il faut créer les conditions de la demande en face. Ok, donc aujourd'hui, si je résume, tu as des producteurs qui produisent pas du tout au plein de leur capacité parce que ils se disent qu'ils vendront pas à leur prix. Il y en a qui s'en sortent bien, qui trouvent des choses parfois en local, mais la réalité, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut demander et ce qu'on aimerait tous avoir en termes d'offres, c'est-à-dire quelque chose de très propre en termes de production. Les agriculteurs qu'on met parfois au dos du mur, ils aiment leur cheptel, ils aiment leur terre. On rencontre
que des gens passionnés sur le terrain, mais on ne crée pas les conditions de la demande. C'est pourquoi on va en grande surface et on trouve des haricots qui viennent du Kenya, qui sont déjà en boîte, etc. La raison, elle est très simple, c'est que pour les équeuter, les gens ne veulent plus les équeuter à la maison. Et pour faire ça, concrètement, en France, la main-d'œuvre est trop chère. Et donc, finalement, moi, je parle d'un exemple parce qu'il m'a marqué, c'est chez moi en campagne. Il y a une production qui était à peu près à 1 km de la grande surface qui en avait, c'était la saison. Et sauf qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, il faut que le particulier aille les acheter sur place, etc. Et l'effort, il est trop important. Mais qui n'écoute pas les haricots? Non, je dis ça, mais... C'est des exemples très concrets. Hein. Pour moi, c'est la réalité du terrain. C'est un souvenir de jeunesse. Équeuter des haricots ou des petits pois, écosser des petits pois avec ses grands-parents, c'est un truc... c'est comme le permis de conduire, quoi. Tu le fais au moins une fois dans ta vie. Et quasiment tout le monde a le permis, donc oui, on pourrait continuer à le faire. Je rebondis sur ce que tu dis et qui me fait beaucoup de peine parce qu'il n'y a pas énormément de solutions. On sait que sans se voiler la face, si on veut consommer au juste prix attendu par les agriculteurs français, ça coûte cher. C'est-à-dire que tu prennes 1 kilo de viande bovine, le prix d'un poulet élevé en plein air dans des bonnes conditions ou de ce que tu disais de framboise plantaire, tout ça c'est plus cher. Donc on peut pas juste dire en fait il suffit de payer plus cher parce que c'est vraiment pas une solution. Je vois dans la terre que je connais, encore une fois je reviens en vallée de la Marne entre Paris et Reims, il y a de plus en plus, mais c'est vrai en province, c'est pas vrai près des grandes villes, des petites coopératives qui se forment avec un agriculteur qui met à disposition, qui commercialise, alors je ne sais pas sous quelle forme juridique il le fait, mais une partie de ses salades, de ses tomates, et donc ça fait venir des dizaines, des centaines de gens en local. Est-ce que c'est possible qu'on revienne alors qu'on est dans une économie digitalisée, mondialisée, qui évidemment cherche le dumping, est-ce que ça, c'est une solution d'avenir? On voit pas mal de choses se faire comme ça. Il y en a eu beaucoup pendant le Covid. Ouais. Il y en a moins qui ont survécu post-Covid parce qu'on a une société qui est pressée et qui, du coup, veut faire toutes ses courses au même endroit. Mais effectivement, on voit quand même de très belles initiatives et qui sont positives sur des groupements de producteurs, en fait, que ce soit sur la partie viande, où on a des groupements de producteurs, et il y en a pas mal dans le sud-ouest, notamment le Bazadais, qui est une région assez connue. La vache Bazadais, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, c'est quand même des très bonnes solutions en local. Et l'argument prix, c'est toujours l'argument qui est sorti en premier, c'est trop cher. Et finalement, c'est un argument qui est quasiment irréfutable, sauf que c'est parce qu'on consomme plus de produits bruts aussi. Un poulet, si on achète un poulet fermier qui vient de la ferme et qu'on l'achète en quasi direct, sans intermédiaire, sans qu'il soit mis sous plastique, etc., tout ça qui coûte, parce qu'on n'achète que des produits transformés quasiment, en fait, là, on arrive à des prix qui sont hyper compétitifs. Nous, c'est ce qu'on fait, on a des prix compétitifs. Donc, en fait, si on dézoome un petit peu, il y a aussi un vrai sujet de société auquel il faudra répondre. Je fais une petite digression, mais dans les années 30, on mettait 30% du budget d'un foyer sur l'alimentaire. Aujourd'hui, c'est 16, je crois. Un truc comme ça. Ouais, on est un peu moins, entre 5 et 15 selon les études, et plus proche de 5. Wow. Donc, on est vraiment sur se dire, l'argument de la nourriture est chère si elle est bien faite. Oui, parce qu'il y a énormément d'intermédiaires en grande surface. Si on y va, on achète du plastique, on achète des produits transformés. C'est ça qui coûte cher aussi, l'intermédiaire. Il prend des commissions parce qu'il y a un travail qui est fait. Et donc, si on revient à des produits bruts et qu'on revient à un achat plus local, on peut avoir des choses bon marché. Et dans cette stat-là, ce qui est dur, c'est que dans les 5% du budget qui est mis, 80% sont sur des produits bruts. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Et donc, en fait, on a un double effet où tu achètes des produits bruts et tu alloues moins de budget. Donc, tu as un double effet. En fait, et je fais encore une digression, je compare un peu ça au choc pétrolier. On arrive avant les années 70, on a les 30 glorieuses, on dit le pétrole est illimité, on va jusqu'à un prix où on s'est dit ça coûte pas cher. Maintenant, tu vas à la pompe, tu t'aperçois que c'est quand même un sacré budget en mensuel. Là, c'est un peu la même chose sur les fruits et légumes. On est parti, ou sur la viande et autres, on est parti dans une logique de on produit vite pour nourrir en après-guerre parce qu'on manquait de nourriture et c'est une bonne chose, productivisme à fond. Et on est arrivé à un moment où la nourriture coûte plus grand-chose. Et donc, la tendance, elle est plutôt, et je pense sur le long terme, mais ça c'est un avis personnel, à un retour à un prix qui va être plus élevé. Ouais. Et donc, c'est un peu la fin de cette partie très productiviste, avec peut-être une réallocation de ses finances personnelles. Parce que pour le temps dans la société, c'est normal d'avoir
tel iPhone ou telle chose qui va coûter, qui est passé de quand j'étais petit à 500 € à 1400 € maintenant. Donc il y a vraiment, il y a un transfert de portefeuille. Mais les 500 € de quand tu étais petit ils valent 1400 € aujourd'hui. C'est un peu ça le drame. Ouais. C'est irréfutable. Non, mais c'est assez ouvert, mais c'est... Oui. Quand tu as pu te nourrir pour pas cher et facilement des familles et des familles nombreuses entre 1955 et 2000 même, c'est pas considéré comme un acquis, mais t'as pas envie forcément de revenir en arrière, ou alors une seule fois par semaine, etc. Donc on peut s'amuser à imaginer un futur où il y a des coopératives ou même des grandes surfaces qui pourraient consacrer une partie de leur surface linéaire à des produits bruts. En fait, un étal des paysans, comme ça se fait dans le sud où je vais de temps en temps. Il y a un truc qui s'appelle l'étal des paysans. Il n'y a pas besoin d'avoir l'étiquette beaucoup est claire au moins. Ah bah c'est très clair, ouais. C'est un étal, des produits bruts, une caisse, rien d'autre. Mais au moins, c'est quand même moins cher. Et puis, l'avantage, parce que tout le monde ne peut pas aller à la ferme, ça c'est bien conscience. Mais en revanche, c'est central. C'est un nœud de plusieurs axes routiers. Il y a souvent la queue, preuve qu'il y a quand même une demande et donc et du succès. Et on peut raisonner comme ça. Bon, il y a plein d'initiatives très positives. Hein. J'ai donné quelques stats qui sont bien sûr négatifs pour faire prendre conscience, mais il y a plein d'initiatives qui sont très positives. On voit aussi que les marques le font peut-être par souci de rentabilité, mais commencent à adapter leur communication et parfois les produits aussi, parce que on est moins sur des produits transformés qu'il y a 15 ans. On le voit dans l'offre qui est faite, toute la partie des rayons boîtes de conserve, etc. en linéaire, c'est des choses qui baissent indéniablement. Donc non, on est plutôt dans une logique positive, mais c'est toujours intéressant de montrer qu'il y a quand même beaucoup de chemin aussi à faire. Ouais, mais bon, je crois que globalement, ce qui peut nous sauver encore, c'est que, pour le dire simplement, les gens qui habitent en France, les Français ont envie de bien bouffer et continuent à se dire, bon, parfois il faut mettre le prix, enfin j'espère. Et le prix, ça peut aussi passer par soutenir les investisseurs, soutenir les agriculteurs et le monde de l'agriculture avec Hectarea. Je reviens à notre sujet Hectarea, à ton sujet, mais qui pourrait devenir le mien assez vite. Deux dernières questions. Horizon 10 ans. Clairement, moi, je sais que le mois prochain, je vais toucher un loyer si j'investis dans un de tes projets. En revanche, me projeter à 10 ans, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe si, à un moment, pour une raison ou une autre, j'ai besoin de récupérer mes billes ? Alors, il y a deux horizons de liquidité. Tu as soit la revente du terrain, comme ça peut l'être pour un bien immobilier. On est bailleur, on revend le terrain, et donc là, automatiquement, les particuliers sortent, retrouvent leur mise et une plus-value potentielle en plus au prorata de leur investissement. Soit on est justement sur un produit qui est plus simple qu'un groupement foncier, où il n'y a pas de droit de mutation à payer ou autre d'un point de vue notarial et acte. Et donc là, nous, on a une tenue des registres qui permet d'échanger le titre de gré à gré entre particuliers. Ça reste une obligation, donc c'est plus facilement échangeable qu'une part de groupement foncier. Effectivement. C'est facilement échangeable. Après, c'est important de respecter la nature de l'actif. C'est des projets qui sont long terme. C'est comme dans l'immobilier, c'est des projets long terme aussi. Et donc, on fera des événements de liquidité. Mais on n'est pas sur du haute fréquence. On est vraiment sur des événements ponctuels par terrain. Non, je prends cet exemple-là parce que ça peut arriver. J'aime beaucoup quand tu dis qu'il faut respecter la nature de l'actif. Il y a des secteurs où la création de valeur prend du temps. Et à la fois, quand on parle de terre et de foncier, quoi de plus normal que ça prenne du temps. Tout à l'heure, tu as dit, c'est un gros mot, parfois on parle d'agrandissement des surfaces agricoles. Moi qui viens de l'investissement immobilier, je trouve que c'est pas un gros mot du tout, dans la mesure où tu vois les propriétaires immobiliers, les foncières qui détiennent des bureaux ou des centres commerciaux, leur obsession, dès qu'elles ont acheté quelque chose, c'est de faire des extensions. Parce que c'est uniquement en faisant une extension que tu vas créer de la valeur. En immobilier, il n'y a pas de croissance. Une fois que tu as loué ton truc, ta seule croissance, c'est l'indexation de tes loyers à l'inflation. Donc, idem avec la terre. Si on considère que le foncier, ton bail rural, c'est quoi la durée d'un bail rural classique ? Alors, bail rural, en fait, tu peux avoir soit 9 ans, soit 18, soit 25. Voilà, c'est pas du 3-6-9. Non. Tu commences à 9 ans, donc tu as intérêt à bien signer ton bail et les conditions de ton bail avant de te lancer. Donc là, si tu peux racheter la parcelle du grand-père ou de l'oncle ou du voisin à côté,
c'est pas un gros mot. Si tu fais bien ton travail et que tu vas pas Non, foutre bien du sûr. C'est du juste, glyphosate partout. ouais, c'est juste qu'on a cette image-là que grosse exploitation égale mal travaillée, alors qu'on peut avoir des grosses exploitations bien travaillées. Et c'est aussi un sujet d'accessibilité qui est entendable. C'est qu'on a des exploitations qui grandissent en taille. On est à 60 hectares la moyenne maintenant en France, et c'est une tendance de fond qui augmente. L'idée est de dire finalement, si on a un JA, donc un jeune agriculteur, c'est jusqu'à 40 ans dans le milieu agricole, donc on est jeune assez tard. On est très jeune à 40 ans. Ouais, c'est parfait. En fait, on veut pas que ce soit trop élevé non plus, sinon quelqu'un qui s'installe, il a besoin de prendre trop de surface, et donc là, on coupe les installations. Donc c'est un argument qui est entendable aussi, c'est juste qu'en fait, c'est du cas par cas, et voilà, bien sûr, si c'est quelque chose qui est très gros, qui est mal travaillé en conventionnel, on n'a pas envie que la personne s'agrandisse. Donc c'est toujours pareil, il faut être pragmatique, et c'est pas la peine de partir sur l'émotion, de dire « Ah, c'est des grandes terres ». Non, il faut regarder ce qui est fait concrètement. Voilà. Oui. Par rapport à tout ce qu'on peut entendre parfois. Ok, et la dernière question que j'avais, c'est voilà, aujourd'hui, alors tu vas devoir faire pas la promotion, mais parler un peu des autres solutions de certains concurrents. C'est quoi les autres moyens d'investir sur la terre quand on est un particulier et qu'on est entre guillemets loin de tout ça, parce qu'on habite en ville et parce que on n'a pas forcément la connaissance locale comme toi tu l'as? Alors, il y a la solution qui est sans connaissance, qui est très complexe, c'est de dire finalement, je veux mettre 100, 200 000, 300 000 euros ou plus, j'achète une terre en direct. Et donc là, il faut passer accessible à tout le monde. Oui, mais il faut passer par les chambres d'agriculture, par les SAFER, enregistrer les baux et les notaires. Donc en fait, même en ayant on va dire les moyens, c'est très complexe d'aller en direct sur la terre. Ça, c'est la solution, on va dire, en direct. Ensuite, il y a des solutions historiques bancaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les groupements fonciers, donc GFA, GFV, A pour agricole, etc. V pour viticole, C pour, je sais plus. Il y a forêt aussi. Ouais. GFF, exactement. Donc ça, c'est des structurations particulières où on est plutôt sur des produits d'économie d'impôt, mais sur des produits assez lourds structurellement, et pour l'agriculteur et pour le particulier, mais qui sont des choses qui tournent historiquement et qui ont permis d'amener des capitaux, donc qui sont bien aussi. Alors ce que tu disais tout à l'heure, c'est que sur ces produits-là, alors déjà, la barrière à l'entrée en numéraire est plus élevée, c'est plus cher, une part de GFA. Parfois, il y en a à 5 000, mais on est souvent au-dessus de 10 000 euros l'investissement. Donc, c'est moins accessible. Comme tu l'as dit, c'est fait pour faire des économies d'impôts. Oui, c'est un produit vraiment lié à des notions d'IFI, de transmission, et sur lesquels on a une liquidité qui est un peu plus complexe. C'est plus exclusif. Voilà, et un produit qui est ultra distribué. Donc, on a aussi, il faut faire attention quelle est la valeur nominale réelle du terrain derrière versus la valeur de vente départ. Donc, il y a pas mal de sujets sur ça. Oui, parce que j'imagine qu'entre les deux, il y a la mafia de mes petits copains, les CGP, qui forcément qui distribuent des produits et qui doivent vivre sur leur commission. Donc, Mais même au-delà de cette partie-là, il y a vraiment la partie structuration. En fait, tu vas avoir un structureur, tu vas avoir un CGP, et donc en fait, tu vas avoir plein d'étapes avant que ça arrive. Oui. Là où nous, en fait, il y a une étape, c'est particulier, hectaréa, agriculteur. Avec cette espèce de mot d'ordre chez Hectaréa, on laisse l'agriculteur faire son exploitation, c'est lui le boss, on n'a rien à lui dire. Exactement. En revanche, on le soulage sur la partie foncière. Et s'il veut racheter sa terre, il rachète sa terre et ça crée un événement de liquidité avec, comme tu disais, plus-value potentielle. Alors, on espère, cette plus-value. Et en point en plus, sans être dogmatique, on soutient les agriculteurs soucieux de bien faire. Donc, en fait, dans les baux, il y a des clauses environnementales qu'on met, mais voilà, il faut rester aussi en cohérence avec le marché, donc pas de vision utopiste. On est là pour des agriculteurs qui s'en sortent et qui vont vers une production plus durable. Ok. Oui, et j'imagine, et avec une sélection quand même d'exploitation sur le... Ça, c'est une question que je ne t'ai pas posée, on peut finir là-dessus. On a parlé du domaine de l'Accent, donc dans les terrasses de Larzac, de la production de pivoine à l'Accro dans le Var. Il y aura d'autres projets qui vont arriver sur la plateforme d'ici là. Comment vous les sourcez, pour reprendre un terme à la mode? Comment vous les identifiez? Comment vous les passez au crible en disant ça oui, ça non? Alors, on a des agriculteurs qui nous appellent en direct. On a 3 dossiers par jour quasiment. Donc, ça commence à être assez fort en termes d'identification de dossiers. La puissance du réseau. Ouais. On a effectivement toutes les entités de l'État, ou plus ou moins liées, donc on va dire les SAFER, les chambres d'agriculture, qui souvent sont aussi là pour accompagner les agriculteurs. Il y a des gens qui sont passionnés par l'agriculture, qui travaillent dans ces filières-là, et donc nous, on travaille main dans la main avec eux.
Et ensuite, tu as toute la partie transactionnelle qu'on connaît bien, type banque d'affaires, où là, il y a parfois des accompagnements sur les dossiers de vente. Et donc, on a un réseau aussi sur ça. Ça, c'est vraiment d'où ça arrive. Et après, concrètement, comment on sélectionne? Ça va assez vite sur le premier screening. Et ensuite, bien sûr, c'est plus long. Mais sur la première identification, ça va être nature du projet. Tout simplement, c'est est-ce qu'on considère que ça va dans le bon sens des choses pour une agriculture plus durable? Ça va être sur la partie prix du foncier, rentabilité. En fait, les fermages, loyers, ils sont encadrés par des décrets départementaux. Et donc, il faut voir si ça correspond aussi au rendement qu'on peut avoir et qu'on veut pour le particulier pour avoir une solution qui soit vraiment une solution de type livret quasiment. Et ensuite, ça va être la viabilité de l'exploitation. Donc, même si on investit que sur le foncier, on va regarder où il en est au niveau des prêts, quelle rentabilité il dégage et dans quel cadre il nous contacte. Voilà, on n'est pas là pour faire des sauvetages, on est là pour vraiment accompagner au mieux et avoir un risque le plus contrôlé possible dans l'investissement. Une démarche dans la pérennité. Exactement, on est plutôt dans la pérennisation, c'est un mot qu'on emploie souvent. Oui. Donc on va regarder ces 3 critères-là et après, il y a de multiples étapes du transactionnel, donc savoir où on en est, les purges des différentes instances, les purges des communes si c'est en zone sensible protégée. Enfin, il y a beaucoup d'étapes qui font que c'est une barrière à l'entrée très forte finalement quand on veut investir dans la terre. C'est bien parce que je retrouve à la fois des termes et des réflexes d'anciens banquiers d'affaires qui fait ce qu'on appelle sa due diligence, sa recherche avant de signer, et à la fois des termes que je ne connais pas du tout, du milieu agricole dont tu viens et qui est d'autant plus rassurant en termes de crédibilité pour l'ambition. Banque d'affaires, fonds d'investissement et origine agricole, voilà ce qui porte le projet Hectarea. Je crois qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour. On a parlé de plein de trucs. Question que j'aime bien poser. Première, est-ce que tu saurais dire pourquoi il y a des gens qui veulent investir dans la terre et qui se plantent? Parce que ça peut arriver. Moi, après avoir tourné cet épisode, je vais en parler et des gens vont me dire « Ouais, mais moi j'ai déjà essayé ce truc-là. Franchement, pas terrible. » Alors, encore une fois, là, je vois le verre à moitié vide. Mais c'est plus par provocation pour, justement, si tu as 1, 2 ou 3 petites drapeaux rouges à lever pour dire « Attention, avant de se lancer, voilà ce qu'il faut savoir ». Oui, il y a déjà dans quelle structuration on investit. En fait, il y a des groupements fonciers où des personnes ont investi à une valeur qui est un peu décorrélée du nominal, donc de la valeur réelle du foncier derrière. Et donc sur ça, c'est bien regarder comment c'est structuré, quelles ont été les commissions dessus, et comme pour un peu tout investissement aussi. Et voilà, pas se retrouver dans quelque chose qui est surévalué et dans lequel on est aussi bloqué sur le long terme avec pas une échéance comme on peut l'avoir nous sur l'obligataire. Ensuite, il y a la pluralité de la documentation. Sur le foncier agricole, je vais aller sur quelque chose de très précis. Dès qu'on a un bail qui est de plus de 9 ans, c'est un bail qui est enregistré par le notaire. Historiquement, on a des baux qui étaient des baux, donc le lien entre le contrat de locataire entre l'agriculteur et le bailleur, le financeur. On a des baux qui étaient oraux, il y a plein de choses. Pour avoir lu énormément de documentation, c'est très varié et plus ou moins bien rédigé. Et donc, on peut se retrouver avec des choses où finalement l'agriculteur n'est pas protégé ou l'investisseur n'est pas protégé. Je prends un exemple, vous investissez sur une parcelle de vigne, selon le bail qui est signé, le matériel végétal peut être à la responsabilité du bailleur ou du preneur. Chez nous, il est forcément à la responsabilité du preneur parce qu'on n'a pas vocation, en tant que bailleur, à remettre au pot s'il y a des pieds à changer, par exemple, de la complantation à faire. Donc, D'accord. La documentation est vraiment très importante et il faut être accompagné et être habitué à ces sujets-là aussi si on y va en direct pour être sûr que ce soit bien cadré en termes de dépenses pour l'investisseur financier ou l'acquéreur, tout simplement. Structuration et documentation. Et c'est d'autant plus, ça fait d'autant plus écho avec tout ce qu'on vient de se dire pendant plus d'une heure sur le fait que passer avec Hectarea permet non pas de faire l'impasse là-dessus, mais de un peu déléguer ces questions-là. La structuration, c'est très clair. C'est un placement obligataire. C'est d'autant plus clair que la fiscalité, ça sera 30% flat tax. en flat tax, en espérant que ça tienne. Je rappelle qu'on est entre les deux tours des législatives. Quant à la documentation, si vous allez regarder, comme je l'ai fait hier et encore ce matin,
le projet sur les terrasses de Larzac, vous allez retrouver ce qu'on appelle le DIS, donc document d'information synthétique. Voilà. Il y en a plusieurs des documents, mais c'est une société, donc vous êtes agréé par l'AMF, en tout cas vous suivez les directives. On est régulé effectivement par l'autorité des marchés financiers et pour chaque terrain, il y a donc le dépôt d'un DIS, donc document synthétique d'information et du contrat obligataire. Et tout ça lors de la souscription sur la plateforme, en fait, c'est annexé au bulletin de souscription qui est signé par l'investisseur. Voilà, on n'est pas en train d'y aller comme des cow-boys, même si on est dans le milieu agricole. Excuse-moi du jeu de mots. On se trouve sur un ranch avec une vache là, avec le. On est loin du rodéo. Mais c'est pas pour ça que c'est pas excitant. Est-ce que tu as un média, un documentaire, un film sur l'agriculture ou qui est connexe à ce que tu fais aujourd'hui que tu aimerais recommander ? Bonne question. Moi, plutôt à titre personnel, je pense qu'il y a la protection de la partie océan, on n'en fait pas du tout assez. Et quand on regarde les documentaires qui ont pu être faits, je me souviens, je vais pas avoir forcément tu as Seaspiracy par exemple qui est bien fait et qui faut s'accrocher un peu pour le regarder. Seaspiracy, ok. C'est un peu déprimant, mais on est en contexte d'élection et tu le citais là, et quand on regarde les programmes, ce qui est fait au niveau des océans, tu regardes, c'est assez hallucinant. Je vais citer un exemple très précis. Tu as pas mal de navires aux Pays-Bas qui sont autorisés par la Commission européenne à pêcher dans les eaux et qui sont des immenses filets derrière, électrisants, où tu as le droit d'envoyer des décharges avec des filets qui font des centaines de mètres. Et en fait, quand tu regardes des choses comme ça, tu te dis, finalement, on est sur une aberration qui est la plus totale. Et on a tendance, des fois, dans la politique, à penser, là, actuellement, à des choses de remettre la faute sur les autres, des faux problèmes, finalement. Mais il y a des vraies choses qu'on laisse passer et qui sont en train de passer en ce moment. Où finalement ça mérite d'être vu, et c'est très lié à l'alimentation, tout ça en fait, c'est comment on se nourrit et d'où vient notre nourriture, que ce soit sur l'agricole ou la pêche, et donc c'est un vrai secteur aussi qui a à regarder de près, et je pense qu'il faut s'y intéresser un peu plus. Ok, Seaspiracy, et de mon côté je pensais à un documentaire qu'on m'a recommandé pendant la période en début d'année où dans les actualités on parlait beaucoup d'agriculture, qui montrait comment je crois que c'est une région au nord de la Saône-et-Loire, en Bourgogne, une région qui n'avait jamais été agricole, qui était sablonneuse avec des forêts, et qui en 10 ans, à coup de tracteur, est devenue des centaines et des milliers d'hectares agricoles, et comment on avait converti du sol et des forêts en terres agricoles. Et ça m'avait un petit peu remué en me disant c'est aussi simple c'est aussi sauvage que ça. J'essaierai de retrouver, je pense que je pourrais le retrouver et mettre le titre en lien de l'épisode. Le danger, c'est de faire des nouvelles plaines de la Beauce. C'est des zones où tu as plus un arbre et tu as uniquement des champs céréaliers sur des centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares plutôt d'ailleurs. Et quand tu passes, c'est pas ça la solution pour le monde agricole, et c'est là où l'agrandissement n'est pas toujours la bonne solution. Ouais, je vous invite à avoir cette réflexion. Si vous prenez votre voiture entre Paris et Chartres, en fait, c'est vraiment triste, quoi. C'est plat, on voit juste des lignes à haute tension, des champs. Alors, ça nous nourrit, mais le premier relief qui apparaît au loin, c'est la cathédrale de Chartres, au bout d'1 heure de route. 1h30, ça dépend de la vitesse à laquelle vous roulez. Il faut éviter cette beaucisation, si j'ose le terme. Bon, on aura mis quelques petits taquets aux Pays-Bas, quand même, entre leur flore et qui nous inondent et leur bateau de pêche. On va essayer de ne pas déclencher de guerre avec nos presque voisins européens. Merci Paul pour cet épisode. On a couvert plein de choses. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez la possibilité de rejoindre la plateforme et les investisseurs Hectarea avec les liens qui seront transmis dans nos différents canaux de diffusion. On le mettra aussi en lien de l'épisode, en espérant qu'on puisse, par dizaines, par centaines, peut-être par milliers, comme déjà les 91 qui ont bouclé le premier financement, avoir de l'impact sur notre agriculture française et emprunter ce pont dont tu parles entre les particuliers et puis ceux qui animent, dynamisent, font vivre notre terroir agricole. Un petit mot du coup, la reconnexion, voilà, juste qui revient dans ton idée de reconnecter particuliers agriculteurs. Je pense que c'est vraiment ça, nous, ce qu'on défend et ce qu'on fait au quotidien. Je ne peux que encourager.
Et voilà, et réponse dans quelques jours si je peux encourager et en plus financer. Tu m'as presque convaincu. Peut-être que j'ai fait encore un petit peu. Il faut que je finisse ma due diligence. Je peux pas prendre de risques comme ça en plein enregistrement. Merci Paul, à la prochaine. Merci beaucoup.